Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir et une bonne nuit. Nous ouvrons aujourd'hui la deuxième plénière. Je passe rapidement la parole à Pedro parce que nous avons le LinkedIn Live qui attend depuis 9 heures. Donc on lance. On est un petit peu en retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très heureux de vous retrouver ce matin après une nuit qui a été plus ou moins agitée pour les uns ou les autres et probablement très courte. Oui, vous n'avez pas forcément tous été là hier soir, je crois que ça a fini tard et que la nuit est... mais enfin bon, l'environnement est assez incroyable. Et je me faisais la remarque hier, d'ailleurs, notre cher ami Étienne n'est pas là ? Ah, moi, je ne démarre pas si Étienne n'est pas là. Je sais quand même gonflé. Hein. Il prend son café, il arrive. Tu te rends compte du truc ? Nous, on est là, on est en train de charbonner et monsieur prend son café, arrive. Bon. Très bien. Alors, on a 1h30 ensemble. On est suivi en Mondovision sur LinkedIn par plusieurs milliers de personnes ce matin. C'est pour la pub. Et nous avons la chance d'avoir pour ce panel, après une première journée de travaux hier assez intéressante et fort inspirante, 3 entrepreneurs assez exceptionnels. Moi, j'ai pris un plaisir immense d'ailleurs à partager avec eux en préparation de ce moment, à les écouter et à voir combien leur parcours pouvait nourrir nos réflexions. Ils ne sont pas forcément la vérité, ils ont leur vérité à eux, c'est-à-dire leur vie professionnelle, leur parcours d'entrepreneur, la crise qu'ils ont traversée et qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Et aujourd'hui, face à cela et face aux années qui sont des défis que nous avons face à nous, au regard du contexte que nous avons subi et au regard des perspectives qui se dessinent, eh bien, ils ont tracé leur propre chemin. Ils ont un parcours qui est assez fascinant, qui est très inspirant. Je remets la pression là. Hein. Et vous allez voir combien il peut et devrait nourrir vos propres réflexions. Et c'est ça l'objet de ce moment que nous allons partager ensemble, à l'heure où nous sommes à un moment charnière finalement des différents enjeux de l'internationalisation des entreprises françaises. Nous avons un enjeu de transformation, on l'a beaucoup entendu hier, autour du digital, autour du climat, autour du capital humain, de la diversité, autour évidemment des enjeux logistiques. Ça a été évoqué hier avec un débat dont la conclusion n'est pas forcément très satisfaisante, hein, si vous avez suivi donc, la plénière hier après-midi. Au fond, on ne sait pas combien de temps on va continuer à payer des conteneurs $20 000 pour amener du matériel depuis la Chine. Bon. En tant qu'actionnaire d'une grande compagnie maritime marseillaise, nous nous satisfaisons quand même un peu de la situation, mais au regard de la situation du marché aussi, on comprend bien que c'est absolument un phénomène ponctuel. On l'espère qu'il trouvera une forme de régularisation pour les entreprises. Sinon, les modèles économiques de nos boîtes, de vos boîtes, vont avoir du mal à tenir ces coûts extrêmement forts sans en impacter les conséquences sur les entreprises clientes, les bénéficiaires finaux, ceux que vous livrez avec vos équipements et vos services pour certains d'entre eux. Alors nous allons parler d'entreprise, de digital. Nous allons parler également de ce que l'impact de cette crise aura généré au sein de l'entreprise. Et avant de démarrer ce moment, je voudrais saluer l'arrivée d'Étienne discrète avec son café. Et donc nous pouvons démarrer cette plénière puisque Étienne nous a rejoints. Donc nous avons donc avec nous aujourd'hui 3 entrepreneurs, je vous le disais, Stéphane Pierry, PDG d'Idée Sud Énergie, une société dédiée au développement de solutions innovantes et de production de stockage et de distribution d'énergie renouvelable, on y reviendra. Nous avons également Florent Katchikian, qui est président d'une très belle société qui est Gantier, qui s'appelle Racer, qui est Gantier reconnu dans le monde sportif et professionnel. Et puis, nous avons également Olivier Cazzulo, qui est à la fois CEO de NetSystem et délégué régional de Numéum, pardon. J'allais dire Syntec, je me suis rattrapé, mais j'ai raté. Donc Numéum, qui est le nouveau nom du Syntec numérique. Donc une société de conseil en système d'information et en transformation digitale. Vous l'avez vécu à l'intérieur, mais vous l'avez vécu avec vos clients à travers cette situation sanitaire. Alors avant de démarrer sur le fond du sujet, j'aimerais faire un rapide tour de table avec vous pour que vous puissiez présenter déjà et expliquer quelle est la cartographie de votre présence internationale. Qu'est-ce que ça signifie déjà dans vos entreprises en faisant un petit tour et en commençant avec vous, Olivier.
Alors, merci Pedro. Moi j'ai deux casquettes ici, que ce soit effectivement important de le dire. Celle d'administrateur de Numéum, ou Numéum, qui est le nouveau nom de Syntec Numérique, qui vient de fusionner avec Tech in France. Donc ça représente 2300 adhérents au global. En France, 85% du chiffre d'affaires du secteur du numérique. Donc voilà, avec 3 collèges, les éditeurs, on en parlera, qui sont très concernés par l'internationalisation, les ESN, avec des fers de lance en France qui s'exportent depuis toujours, on a des noms en tête forts comme Atos, Capgemini, et puis bien sûr les sociétés de conseil en technologie qui accompagnent beaucoup le secteur de l'aéronautique ou de l'automobile. Voilà, donc ça c'est le côté Numéum, donc syndicat fort au niveau du numérique, et on en reparlera. Cette fusion, elle a un sens aussi dans les échanges qu'on a aujourd'hui, parce qu'elle a pour vocation de parler d'une voix plus unifiée, plus claire vis-à-vis de nos institutions. Et puis, à titre personnel, je suis dirigeant d'une société de conseil en système d'information que j'ai fondée il y a une dizaine d'années, et qui intervient à l'international, en particulier dans des opérations de fusion-acquisition, souvent menées par des fonds d'investissement qui rachètent ce qu'on appelle des sociétés non-corporate à des grands groupes pour en faire des business units, pour en faire des sociétés autonomes et indépendantes, ou qui investissent on en parlera aussi, dans la tech. Et donc, dans ce contexte-là, souvent pan-européen ou Amérique du Nord, on intervient sur tout ou partie du conseil autour des questions de l'informatique, du numérique, du digital, etc. Merci Olivier. Alors dans cet environnement, Stéphane, de reprise, j'ai envie de dire, comment vous situez déjà au niveau international? Qu'est-ce que ça représente à l'instant T pour votre entreprise? Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors, je représente le groupe ID Sud Énergie. Nous sommes une entreprise marseillaise installée depuis très longtemps. On a changé de voie il y a 6 ans. On a complètement muté au niveau métier. On s'est orienté vers les énergies renouvelables. Donc, on a créé ce pôle, on va dire, sans complexe, sans expérience, parce que ce n'était pas notre métier. Donc, on a sans dogme, totalement libéré. On a essayé, on a osé. Donc ça, c'est la base. Oser, savoir s'entourer, savoir observer. Donc notre métier, de façon basique, c'est savoir produire de l'énergie. C'est surtout savoir la stocker, savoir la gérer et la distribuer au travers de systèmes qu'on développe, au travers de brevets qu'on a déposés, au travers d'unités de production que l'on a au travers de nos différentes filiales, à destination d'une clientèle internationale surtout, parce que l'international, c'est ce qui nous a fait vivre, décoller. On commence à peine à travailler sur le marché français, on va dire, ce qui est paradoxal. Donc depuis 2015, on est parti à l'aventure de l'international. On a commencé par le Maroc, parce que l'Afrique est un territoire magnifique, est un territoire qui a des besoins qui sont aujourd'hui immenses au niveau énergétique. Donc notre tête de pont opérationnelle, ça a été Casablanca, ça a été le Maroc pour des facilités historiques, pour une sécurité opérationnelle, financière. Donc on s'est appuyé d'abord sur tout le réseau qui existe et il faut savoir l'utiliser, c'est-à-dire les chambres de commerce françaises qui sont présentes. C'est quelque chose de très important, ça permet de se sécuriser. Au travers de nos partenaires bancaires, on a tous aujourd'hui des banques qui sont présentes dans la plupart des pays, ce qui permet à chaque fois de se sentir un peu à la maison lorsqu'on arrive à l'étranger, ce qui n'est pas facile. Et naturellement, à travers de BPI France, parce que c'est quelque chose de très important, notamment pour l'Asie. Je remercierai Marianne, parce que je ne l'ai pas vu. Donc on a commencé par le Maroc. Ça nous a permis d'avoir ce point d'accès, ce point d'ancrage, de sécurité. Et ensuite, on a pris nos valises et on est allé prospecter. Et on a d'abord regardé comment on pouvait préalablement s'installer. On s'est aperçu, un premier revers, une fois en Indonésie, on est arrivé, on nous a dit, les Français, vous êtes techniquement, vous êtes bons, vous avez la meilleure offre, commercialement, vous êtes bons. Mais il vous manque quelque chose, vous n'avez pas les financements.
vos cousins allemands ont des financements. Donc on a pris une claque, on est rentré, on a appris. Et c'est pas évident pour un chef d'entreprise, parce qu'on est du matin au soir dans notre développement, dans nos problématiques, d'apprendre le système financier international, d'arriver avec des offres structurées pour vendre des produits. Donc on a fait un marathon avec mon associé qui est ici, un marathon au niveau des banques, au niveau des partenaires financiers. BPI France nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Marianne à Singapour nous a beaucoup aidé également sur les offres, dans ce pays-là. Et on est parti de la base où il fallait être capable de s'installer physiquement, c'est-à-dire juridiquement, à des coûts qui sont maîtrisés. Parce que souvent, l'export, ça fait peur, surtout quand vous discutez avec vos administrateurs, votre conseil d'administration, vous dit « Ouh là là, l'export, ça va coûter cher ». Vos commissaires aux comptes commencent à dire « Ça va vous coûter une fortune ». On appelait ça les âmes grises, hein, on se disait... Ouais, moi, j'appelle ça les improductifs. Donc, ce sont des gens qui... C'est plus clair. Ce sont des gens qui comptent. Donc une stratégie, elle s'établit sur le long terme, sur le durable, être capable de s'inscrire sur un théâtre et d'opérer, d'être en capacité d'agir, mais surtout de sécuriser, de gérer le risque. Alors Stéphane, si vous me permettez, on comprend que vous avez, depuis 2015, donc à peu près, hein, c'était le virage, mené une stratégie d'implantation, que vous avez occupé le terrain, que vous avez pris des claques, notamment sur les sujets du financement, Oui. Et puis d'autres, on en parlera. Mais quand vous aviez déjà, donc pré-Covid, une implantation dans quelques pays stratégiques. On va y revenir après, si vous voulez bien, notamment pour en tirer les conséquences à travers la crise que vous avez traversée. Alors je me tourne vers Florent maintenant. Florent, dites-nous un mot sur le visage international de Racer. Alors bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors Racer, c'est une marque qui est française avec un nom très internationalisé. C'était la logique du fondateur de la marque. C'était de créer dès le départ une marque qui puisse s'internationaliser rapidement. Racer développe des vêtements de protection autour du monde du sport, l'outdoor, le milieu urbain, tout ce qui tourne autour de la défense et le milieu industriel. Aujourd'hui, Racer est présent dans une soixantaine de pays. On a une filiale basée à Montréal qui gère Canada, États-Unis, Amérique du Sud, et un bureau de représentation en Asie basé au Japon. Donc ces structures-là, ainsi que le siège social qui est basé ici en France, couvrent donc ce territoire, à la fois sur de la vente de produits, mais aussi sur de la veille techno, qui est très importante pour nous aujourd'hui parce qu'on est dans je pense, alors on était en accélération avant la crise, mais là on l'est encore plus, et qu'il faut être vigilant sur toutes les technos autour de nos univers, à la fois sur du textile intelligent, mais sur tout un tas aujourd'hui de moyens de protection. Donc il y a un enjeu, nous, qui est l'internationalisation. Il est très 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 fort, il est présent depuis des années et encore plus à la sortie de la crise, parce que quand il y a un pays qui tousse, généralement c'est rare que tous les pays toussent. Et on le voit bien, notamment sur la fermeture des remontées mécaniques en France, qui nous a pénalisé sur la vente de gants sur l'activité ski. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas fermé et qui nous ont pu me permettre de continuer à faire du business. Donc c'est important pour nous d'avoir cette, je dirais, vision internationale. Bien évidemment, on est confronté aujourd'hui à des problématiques autour du transport, autour de la fabrication. Donc on réfléchit à délocaliser aujourd'hui de l'Asie vers la France, vers l'Afrique, vers aussi l'Amérique du Sud, qui a un savoir-faire. Donc on est en plein dedans sur des thématiques à la fois sur, je dirais, la vente, la distribution, qui est essentielle, mais aussi sur la fabrication. Alors, poursuivons. Alors, j'avais en tête 80% du chiffre d'affaires dans l'univers sportif, à peu près. Et j'ai bien aimé la façon dont vous avez présenté l'entreprise au départ, quand on échangeait, en préparant ce moment. Vous avez dit que c'est une start-up qui a été créée en 1927. Donc, ça montre quand même que le truc, il a démarré il y a quelques années déjà. Quand on est une start-up qui a démarré en 2027, une question qui me vient, c'est comment... des crises, on en a traversé, hein. Puis guerre mondiale, des belles années, quelques crises... Finalement, une de plus, comment on sort de la crise quand on est racer ou à la tête de cette activité? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon finalement de ce moment que vous traversez aujourd'hui? Alors qu'est-ce que j'ai tiré là? En fait, j'ai perdu la télécommande et du coup, j'avais appuyé sur le mode accéléré et je l'ai perdu et donc du coup, j'ai plus le bouton pause. C'est que là, on vit depuis 1 an et demi une accélération incroyable de tous les sujets qui tournent autour du monde de l'entreprise.
On parle du digital, mais nous, par exemple, on est confronté à l'enjeu climat, donc à tous les enjeux autour de la RSE, qui est un enjeu qui est je dirais, indispensable aujourd'hui pour une marque, c'est-à-dire de devenir engagé. Moi, j'ai des enfants en bas âge, 6 et 4 ans, je ne veux pas leur laisser un pays et un monde qui soit pas plus vert. Donc il faut qu'on se bouge. Et nous, en tant que marque, et moi, en tant que chef d'entreprise, à travers mes convictions, je suis obligé de franchir le pas du green, donc à marche accélérée et forcée. Donc il y a un enjeu aussi autour de ça. Donc clairement, tous les enjeux aujourd'hui qui sont autour du digital, du RSE, de la fabrication, de la relocalisation, du transport, c'est des enjeux qui bougent en permanence, qui nous génèrent du stress et une charge mentale qui est énorme, que j'ai jamais connue. Par contre, ce qui est rassurant pour nous, c'est qu'il y a du business. Et moi, ces 12 derniers mois, ça m'a maintenu en vie, entre guillemets, parce qu'on avait ouvert différents marchés. Et clairement, dans tous les pays sur lesquels on est présent, il y a du business, il y a de l'activité. En France, le ski n'a pas marché forcément avec la remontée mécanique fermée, mais par contre, il y a un développement des enjeux autour de la mobilité urbaine qui est incroyable. Une volonté de se protéger aujourd'hui parce que la trottinette, le vélo en ville, c'est dangereux. Donc ça génère du business. Et voilà, il ne faut pas l'oublier, même si c'est difficile, même si on traverse une crise, il y a du business. Et c'est, je pense, peut-être la différence qu'on a eue à travers les différentes crises que l'on a connues, à travers les guerres, c'est que c'est actif au niveau de... Alors, les affaires sont difficiles à faire, certes, mais voilà, il y a du business, il y a des envies de créer, il y a des océans bleus là, qui vont se créer dans les années à venir. Donc, je trouve que c'est assez rassurant et ça génère une confiance qui me permet de dire, bon, mais ok, Racer va continuer à grandir et je mets aussi un peu le pied sur le frein, mais je continue à accélérer parce que l'avenir est bleu, quoi. Donc un optimisme transformant. Alors Olivier, 20 ans de SI, 20 ans de transfo digital, comment vous sortez de la crise ? Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Florent, c'est une moyenne de te répondre, c'est que au sein de Numéum, on a cette tendance similaire, c'est-à-dire que 89%, je parle surtout des éditeurs, de nos adhérents ont perçu pendant cette période de crise l'international comme un levier de rebond. Et ça, c'est quand même fort, parce que finalement, on parle depuis des années de mondialisation, comme si nous étions tous tournés à l'international. Et finalement, cette crise, elle a permis aussi à certains de voir que c'était réellement de constater dans les faits que c'était réellement une opportunité. Comment on sort de la crise ? Fatigué. Je crois qu'on est tous, il y a une tendance de fond, c'est que effectivement, ça fait plus d'une année qu'on tire tous, on tient alors soit sur les nerfs, soit sur les dents, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un phénomène d'usure fort parce que, bon, pas plus le chef d'entreprise que quiconque, mais c'est vrai que le chef d'entreprise, il a quand même l'exigence de tenir la barre, de tenir le cap, de montrer qu'il a le moral aux équipes, qu'il sait où il va, autant que faire se peut. Donc on en sort quand même, je crois, un peu émoussé, effectivement avec beaucoup d'enrichissement. C'est une période qui a démontré que le digital, c'était un facteur de résilience fort pour ceux qui étaient préparés ou pour ceux qui s'y sont précipités dans l'urgence. Résilience, pourquoi ? Parce que ça a permis, on en a parlé hier dans les ateliers, de soutenir les activités, de maintenir le contact, certes distancié, mais avec les outils numériques pour opérer les opérations et le business, et continuer le business tant dans la relation client, dans la relation en interne, etc. Donc on voit bien que c'est un incontournable. Donc ça a permis à nombre d'organisations, d'entreprises de continuer à fonctionner. Et puis, on se rend bien compte que cette crise, ça a été en même temps un facteur d'accélération, en tout cas pour nos métiers, de la demande
de la compréhension de tous les pans de l'économie, de l'impériosité de se tourner vers le digital dans ses process internes, dans ses relations humaines, dans les ressources humaines, pardon, et puis surtout dans les canaux de vente et de distribution. Donc voilà, c'est un moment de forte intensification, de cristallisation, de résilience, et puis comme le disait Florent, d'opportunités aussi, effectivement, dans nos secteurs, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a même tout qui est à faire, même si la demande est forte, mais la visibilité, parce qu'il y a une inquiétude et un côté anxiogène de la situation qui fait qu'on n'a pas encore relâché tous la cavalerie pour se jeter sur la relance économique. Il y a un moment charnière dans la prise de conscience de la nécessité d'accélérer la transformation digitale des entreprises, avec une conséquence, on l'a évoqué lorsqu'on échangeait, qui est, en plus de 2 autres grandes carences, alors on a vu hier qu'il manquait des conteneurs et les prix s'envolaient, on voit bien que dans les restaurants et les hôtels, il manque du personnel pour le service en salle, les cuisines, etc. Et il manque aussi des ingénieurs. Et qu'il y a une vraie carence RH sur la filière, c'est vrai ? Alors, nous, on sait qu'il va y avoir une sollicitation au marché. D'ici 2027, le secteur doit recruter 232 000 collaborateurs. Aujourd'hui, le numérique en France, c'est 530 000 personnes. Donc, vous voyez le saut qui est devant nous. Encore une fois, j'entendais ce matin en venant vous rejoindre que, pour une fois, la France avait voté un décret pour faciliter la mobilité, notamment les véhicules autonomes. Alors c'est super parce que pour une fois on est très en avance. En ce qui concerne le numérique, la formation, croyez-moi, ça fait des années qu'on milite pour que la filière, les filières de formation en France prennent le virage du numérique pour nos jeunes générations. Et on a eu un temps de réaction, mais d'une lenteur extrême. Alors les choses bougent, hein, il ne faut pas faire de bashing. Les choses évoluent. Beaucoup d'universités, beaucoup de structures diverses et variées se mettent au numérique, ça c'est sûr, avec des nouvelles filières. Mais le temps de formation, le temps de reconversion, c'est un temps long. Et les besoins aujourd'hui, ils sont immédiats, ils sont très très importants dans des métiers de développement logiciel, ça tout le monde l'a en tête, mais aussi dans des métiers de consultants ou d'ingénieurs, réseau, télécom. Enfin voilà, dans un monde digital qui s'interconnecte, il faut des compétences. Et ces compétences aujourd'hui créent des tensions sur le marché parce qu'on en manque. Je vois 2 sujets et on va passer avec Stéphane à une dimension à la fois sur l'organisation et la stratégie, mais je vois un sujet qui est très fort là-dessus, qui est la capacité aussi d'amener une scène technologique française, de la French Tech française, autour des problématiques de l'internationalisation des entreprises, pour que nous ne soyons pas dépendants de technologies extérieures, mais que nous soyons même capables de faire émerger une génération d'entrepreneurs de la tech apportant des solutions à vos entreprises qui se développent à l'international. Donc il y a plein de solutions, on en utilise plein tous les jours, on a beaucoup mûri et progresser, et on reviendra sans doute pas en arrière dans bien des domaines. On entendait hier que Rodolphe Saadé nous disait, et ça paraît du bon sens aujourd'hui, mais il y a un an, visiblement, on ne se l'appliquait pas, il prenait l'avion pour une réunion de 2 heures à Shanghai, et puis il revenait. Ça m'est arrivé quasiment dans le même style d'agenda de prendre ce type de décision par le passé. Ça ne se reproduira sans doute pas. Alors, on utilise plein de dispositifs entre-temps dans la dématérialisation, on utilise plein de dispositifs sur la digitalisation des échanges, etc. Aujourd'hui, on est trop dépendant de technologies extérieures, et donc une attention particulière, c'est une parenthèse que je voulais amener, à faire émerger cette jeune scène entrepreneur, jeune ou moins jeune d'ailleurs, de solutions françaises au développement international des entreprises. On y reviendra. Stéphane, je voulais enchaîner avec... on a dit déjà beaucoup de choses tout à l'heure avec vous, sur la stratégie que vous avez adoptée, sur le maillage territorial et sur le côté présentiel pendant la crise. Et là, vous êtes au croisement de 2 sujets. Le sujet de la promotion du climat, d'une part, qui redevient quelque chose de philosophal, à la fois central dans tous les domaines et dans tous les échanges, donc une espèce de catapulte pour la filière et pour vos projets, et en même temps, quelque part, quelque chose qui probablement vous a apporté beaucoup pendant la crise. Vous étiez déjà internationalisé, vous étiez déjà physiquement sur place. Certes, ça a coûté un peu cher, certes, il a fallu convaincre des banquiers, certes, il a fallu même changer de banquier, puisque vous m'aviez dit qu'au départ, il considérait que votre stratégie était un peu baroque, d'aller s'implanter, d'investir dans l'immatériel et dans le BFR international avec une ouverture de filiales, des recrutements locaux, tout ça était peut-être un peu prématuré.
Vous avez changé le banquier, ça va beaucoup mieux. Vous êtes entouré des compétences à la fois juridiques, comptables. Donc vous le savez bien, ce sont des logiques de Dream Team à constituer dans l'internationalisation. Mais revenons sur ce couple. Le couple maillage territorial, implantation et la sortie de crise avec cette accélération climat. Comment aujourd'hui vous vivez ce vent dans la voile qui souffle sur le projet de l'entreprise ? Alors d'abord, je voudrais relativiser la crise. La crise, par rapport à ce qu'ont connu nos grands-parents, elle n'a rien à voir. On ne sort pas d'une guerre avec un monde à reconstruire. Donc la crise aujourd'hui, c'est un rappel qu'on est tous de passage, qu'il faut faire, attention, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant. Maintenant, cette crise-là, elle était peut-être prévisible, donc il faudra qu'on en tire des leçons. Il ne faudra pas qu'on oublie. Alors sur notre stratégie, la crise, on l'a amortie. On l'a amortie pourquoi ? Parce que stratégiquement parlant, encore une fois, on a appliqué le basique que pour aller à l'international, il fallait que ça soit de façon durable. Le one-shot, prendre l'avion, essayer de démarcher, faire un salon, c'est assez commun, ça coûte, mais le retour est quasi nul. On s'est aperçu, et c'est quelque chose qui est fondamental, pour pouvoir prendre un marché, il faut durer, il faut être présent. Il faut être présent physiquement, juridiquement. Donc installer une société, installer une filiale, de l'extérieur, ça peut paraître dispendieux, ça peut paraître déraisonnable, mais les coûts sont maîtrisés. Donc il faut y aller par étapes, de façon échelonnée, pour donner confiance à un client. Un client, il va vous faire confiance du moment que vous êtes localement présent et que vous allez être capable d'opérer localement sur la durée. Donc notre maillage territorial, je vous le disais, on a commencé par le Maroc, ensuite on a ouvert notre filiale de Hong Kong qui nous a permis de mettre un pied après en Chine continentale, j'y reviendrai. Nous avons ouvert notre filiale de Singapour pour la zone d'Asie du Sud-Est, nous avons ouvert notre filiale d'Abu Dhabi pour le Moyen-Orient. Donc ça nous a permis d'avoir à chaque fois une entité, une équipe technique française avec bien évidemment des salariés locaux, et c'est ce qui nous a permis durant la crise de délivrer nos marchés, de prioriser certains marchés, parce que des marchés avaient été retardés ou annulés. Mais cette présence nous a permis de travailler normalement, en changeant peu de choses finalement, puisque le fait d'avoir notre pôle R&D à Marseille, d'être habitué à travailler en visio en permanence avec toutes nos équipes, on n'a pas eu de grands bouleversements. Ça nous a donné raison, ça c'est l'histoire, hein. On aurait pu se planter. Mais le fait d'être présent nous a permis de nous inscrire de façon durable et à long terme. Et ça, c'est l'enseignement qu'on en retient. Ensuite, au niveau des problématiques RH. Problématiques RH, on a un enjeu qui est fondamental. On recrute énormément d'ingénieurs et malheureusement, on a énormément de mal à pourvoir nos postes sur la France et sur Marseille. Et aujourd'hui, à salaire égal, hein, parce qu'il n'y a pas de différence de salaire entre un ingénieur français ou un ingénieur marocain. On pourvoit plus de postes à Casablanca aujourd'hui qu'à Marseille, ne serait-ce que par la filière de formation. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui est fondamental. Donc, si on devait résumer aujourd'hui, ce qui est fondamental pour nous, c'est de pouvoir toujours opérer localement, s'appuyer sur des acteurs historiques. Donc, ne pas s'enfermer dans un dogme où l'export ou l'international est réservé qu'aux gros. Parce qu'au départ, on est petit, on se dit... Quelle chance on a, est-ce qu'on va être pris au sérieux ? On parle des banques, on parle des partenaires, on voit toujours l'export comme quelque chose qui va être une charge pour l'entreprise. Non, c'est un investissement sur le long terme. On s'est aperçu qu'on a encore une image à l'international qui est forte, très forte. Une image de confiance, une image de sympathie, une image de qualité. Et lorsqu'on arrive et qu'on est dans un système d'alliance, par exemple, je salue Camille qui est en face, Camille Verchery, qui m'a aidé à rentrer en Chine. Sans lui, on s'est connus par rapport à une banque, mise en relation basique de commerce. C'est devenu un ami parce qu'il nous a accompagnés, parce qu'il faut savoir s'entourer de gens qui connaissent, qui ont le savoir. Nous, on est arrivés en Chine de façon humble et avec quelque chose d'assez ambitieux, parce qu'on a réussi à faire une JV avec une entreprise chinoise pour pouvoir produire nos systèmes. Donc c'est le petit poussé qui est allé voir un gros. Et j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas voir la Chine ou les Chinois comme nos ennemis, il faut les voir comme nos alliés. Il vaut mieux aujourd'hui être allié avec eux et s'associer avec eux, faire en sorte que les unités de production reviennent en Europe et que nous, Français, soyons actionnaires, voire majoritaires, des entreprises chinoises installées en France. C'est possible, puisqu'on l'a fait.
Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est fondamental. C'est un enjeu prioritaire. Et il faut qu'on ose, il faut qu'on reste sur l'image qu'on a toujours eue à l'international, c'est-à-dire de gens travailleurs, droits, intègres. Et la qualité, le savoir-faire français doit être mis toujours en avant. Il ne faut pas avoir honte. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on peut entendre tous les jours à la télé, le French bashing, on n'est plus bon à rien, on ne sait rien faire en France. C'est faux. Les gens travaillent, nous, nos équipes, les gens ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leur temps, ils sont passionnés. Et les choses, il faut les faire avec passion, il faut les faire avec envie. Et c'est la leçon. On n'est pas là pour donner des conseils, c'est simplement notre expérience. Notre expérience dit qu'il faut être présent, il faut avancer, il faut essayer de s'accrocher et de nouer des alliances fortes avec des gens qui sont présents localement. Et j'aurais tendance à dire que c'est plus facile d'aller s'installer à Abu Dhabi, à Singapour, que de créer une filiale en Belgique ou d'aller s'installer, d'ouvrir une succursale à Lille, parce que vous n'avez pas l'entraide qu'on peut avoir à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose de... Vous savez très bien on se retrouve entre Français à Jakarta, on va se parler, on va être capable de s'aider, on se croise dans le TGV pour aller à Paris et on ne va pas se regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui est basique, mais il faut miser sur l'alliance, sur l'entraide et d'aller sur des groupements de valeurs avec plusieurs acteurs, parce que chacun a sa richesse, chacun a son savoir, et c'est ce qui est, pour nous, c'est ce qui a été aujourd'hui notre force. Voilà. Pouvoir nous appuyer sur des gens qui avaient déjà l'expertise terrain, l'expertise des marchés et oser. Voilà. C'est une belle expérience qui montre à quel point les fondamentaux que vous aviez appliqués vous ont permis de traverser ce moment de turbulence, on va le dire comme ça, que vous avez des convictions très fortes, des valeurs au sein de l'entreprise qui vous ont porté, qui ont permis de recruter, de garder les meilleurs aussi sans doute. On en parlera peut-être tout à l'heure sur le capital humain. Finalement, on est rentré dans une crise, dans une course contre la montre qui était un peu finalement une course de haie ou une course de 100 mètres. Ça s'est transformé comme un marathon pendant la tempête qui devait durer 6 mois, puis finalement 1 an, puis 1 an et demi, puis on nous parle de 4e vague. Et c'est en train de se transformer en ultra-trail avec un truc qui va durer 180 km de course à pied, 50 km... Enfin bref, c'est en train de devenir un truc un peu surhumain. Et on se dit, mais ça finira jamais, quoi. Donc en même temps, ça finira jamais, mais on s'est adapté, on a changé, et on a face à nous un décrochage économique qui n'est pas une réalité. Une économie, certes, qui s'est arrêtée pour une large partie, mais qui a été publiquement, par l'État, particulièrement soutenue. On en a parlé hier, sur les moyens mobilisés à la protection des entreprises, à la protection de l'emploi. Peut-être autant ou plus que nombre de nos concurrents mondiaux. Et ça nous ouvre des perspectives, maintenant, pour se projeter sur les 5 à 10 ans qui viennent, qui sont très intéressantes à prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, et je me retourne vers Florent, est-ce qu'aujourd'hui, en sortie de crise, avec un horizon qui semble se dégager, avec un positionnement de l'entreprise qui se précise, notamment sur les nouvelles mobilités, notamment dans l'environnement urbain, et encore une fois sur le sport, avec l'attention portée à la pratique du sport, notamment à l'extérieur. Bref, il y a face à vous des perspectives, avec l'expérience que vous avez tirée de cette crise, qui se dessinent. Comment voyez-vous, et quels seraient selon vous les facteurs clés qui font que l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui va pouvoir grandir sur les 5 ans qui viennent? Alors 10 ans, c'est peut-être un peu long, mais déjà 5 ans. Essayons de voir à 5 ans. Où est-ce que vous mettez le point GPS? À quoi ressemblera votre entreprise dans 5 ans? Et quel est le chemin pour y parvenir? Déjà, je confirme ce que tu disais, Stéphane. Je suis 100% d'accord avec toi sur tous les points que tu as soulignés. Aujourd'hui, nous-mêmes également, on est en train de réfléchir avec un partenaire coréen pour créer une structure de fabrication et de production ici en Europe. Alors, je l'espère en France. Pour le coup, on a des réflexions aussi sur l'Europe de l'Est, pour être aussi en Afrique, vu la proximité que l'on a avec Marseille, la région. En fait, tout problème, il y a une solution. Je crois que pour solutionner les problèmes, il faut une équipe. Moi, j'ai la chance d'avoir... je me considère un peu comme un coach de football, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont sur le terrain. Moi, j'essaie d'y aller aussi, et ils sont performants. Même si ça a été difficile pour eux au début, ils sont là, ils lâchent rien. Et je suis peut-être même cadet numéro 6. Alors, des fois, ça arrive, on ne marque pas de but, mais
mais derrière c'est costaud et ça relance bien. Donc je ne suis pas inquiet sur les 10 prochaines années, bien au contraire, il y a du business. Par contre, il faut rester agile, il faut continuer à innover et continuer surtout effectivement à réfléchir sur comment on peut améliorer notre chaîne de valeur. Effectivement, pour le coup, quand j'ai commencé à discuter avec mes partenaires coréens sur de la fabrication en Europe, au départ, ils ont dit, ils ont tiété, et puis quand je leur ai expliqué pourquoi, ils m'ont dit bah oui, c'est effectivement une très bonne solution. Ça est aussi une bonne solution pour eux parce que ils avaient perçu dès le départ les problématiques qu'on pouvait avoir sur les transports. Une volonté aussi de leur part de se rapprocher parce que les Coréens au départ ils sont allés en Chine. En Chine, ils ont vu que c'était compliqué. Après, ils sont allés au Vietnam. Ils sont maintenant au Cambodge. Ils se disent après où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à aller à se rapprocher des pays qui nous achètent? Et donc l'Europe, ça les intéresse. L'Amérique du Sud, ça les intéresse vis-à-vis de l'Amérique du Nord et du Canada. Donc il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui me font penser que on va avoir 10 années effectivement peut-être difficiles, mais pas plus qu'avant. Il va falloir être encore plus intelligent, plus agile, et surtout peut-être pas se tromper sur le recrutement parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Et sur un recrutement international, je ne sais pas comment toi tu fais Stéphane, mais c'est vrai que ça aussi c'est pas simple de gérer les équipes non plus à l'étranger. On y arrive. On a la chance aujourd'hui d'avoir des Français aussi qui veulent partir, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant, et donc c'est de plus en plus le cas. On a une jeunesse aujourd'hui qui est hyper dynamique et qui est tournée à l'international, donc ça c'est un gros facteur clé de succès pour nous. Les écoles de commerce et universités l'ont bien comprise, donc il y a des partenariats aujourd'hui avec de nombreuses universités. On a la chance aussi d'être aidé. BPI France, les autres banques aussi ont bien compris les enjeux de l'international. La région Sud, on est basé là, nous, en tout cas, Rasseur, nous a accompagnés aussi à l'international à travers du financement VIE et bien d'autres dispositifs. Donc ça, c'est encourageant. Donc je suis assez confiant sur l'avenir. Par contre, tout repose sur nous, sur de l'innovation, sur de l'agilité, sur des réflexions qui n'étaient peut-être pas envisageables il y a quelques temps et qui maintenant, de toute façon, on est en face du mur et qu'on n'a pas le choix de faire comme ça. Et nos partenaires aujourd'hui sont comme ça. Donc, effectivement, ils ont aussi les mêmes problématiques que nous et ils réfléchissent aussi de leur côté. Et quand tu ouvres le sujet avec eux, par visio, puisqu'on ne peut plus se déplacer, c'est plus difficile. Ça marche aussi bien et ils sont contents qu'on puisse être proactif même si on est petit, puisqu'ils travaillent avec North Face et des grands donneurs d'ordre, ils sont contents de travailler avec Rasseur parce que justement on a cette agilité-là et on les amène vers des sujets que les gros ne les amènent pas. Donc je vous invite franchement à faire des journées de brainstorming avec vos équipes et finalement à dire la thématique c'est qu'on va révolutionner notre chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et c'est ce qu'on a fait et on l'a fait avant crise, donc ça nous a beaucoup aidé. Et pour le coup, ça nous permet d'entrevoir 5 à 10 ans plutôt bons. Après, on est beaucoup diversifié, donc c'est vrai que s'il y a un secteur qui connaîtra la crise, le reste compensera, ça j'en suis sûr. On ne s'endort pas sur nos lauriers. Donc pour le coup, je suis d'un naturel optimiste, donc je l'espère sincèrement que ça ne se rattrape pas. Le bêta, le delta ou peu importe quel virus on aura dans quelques jours. Il faudra vivre avec, il va falloir se protéger. Et comme l'a dit Stéphane, on n'est pas immortels. Je crois qu'on l'a peut-être enfin compris et que forcément, à un moment donné, à nous de changer et faire en sorte qu'on ait 5 à 10 belles années devant nous, quoi. Mais on a les cartes, pour moi, on a les cartes en main, quoi. Donc pas tous les œufs dans le même panier, diversification, des activités complémentaires. On dit dans le retail qu'il y a 3 règles, location, location, location. Moi, ce que j'entends, c'est staff, staff, staff. Donc, il y a quand même un gros sujet sur le capital humain. C'est quand même assez central. On n'a pas entendu parler de financement. J'ai l'impression que cette affaire est à peu près réglée. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Ce n'est pas tant le sujet de problème d'actualité. Les banquiers jouent le jeu. Ils ont grandi, ils ont progressé, ils ont appris. Ils ont appris aussi à financer des projets plus en rupture parfois, plus en déséquilibre, justement. On va créer un trou pour investir et pas pour dépenser. Et donc, il y a globalement un écosystème qui a mûri et qui peut porter l'entreprise. Si je prends 2 sujets, la part du digital, du e-commerce et la géographie, on se projette à 5 ans. À quoi ressemblera le portefeuille géographique et la transfo digitale de l'entreprise ?
J'espère. Alors, en termes de chiffre d'affaires, je pense sincèrement qu'on aura un tiers par continent dans les 3-4 prochaines années. J'espère sincèrement qu'on va réussir à ouvrir les portes de l'Afrique, notamment sur le développement du vélo. Il y a un business assez fort là-bas. Et que le digital, à mon sens, représentera à peu près 30 à 40% du chiffre d'affaires à terme. On le voit, si je prends l'exemple de Nike aujourd'hui, c'est ce que ça représente. Et en termes de marge, ça n'a plus rien à voir. C'est qu'on retrouve des marges qui sont décentes et qui nous permettent d'entrevoir des innovations assez intéressantes sur le futur. Parce que nous, on autofinance beaucoup de choses. Donc l'enjeu du digital, pour nous, il est là. C'est une nécessité pour retrouver des marges correctes. Et je pense sincèrement que dans les 5 prochaines années, ça représentera 30 à 40% du chiffre d'affaires pour Acer. Donc ça suppose quand même de profiter du momentum pour investir massivement sur la technologie que vous utilisez. Oui. Et s'agissant de la stratégie d'internationalisation, je tire sur cette ficelle. Vous avez parlé à peu près de l'équilibre ternaire entre les 3 continents principaux. C'est homogène? Implantation, partenariat, distribution? Oui, alors ça sera homogène. Pour l'instant, j'entrevois, on est à fond sur la distribution parce qu'on peut avoir le meilleur produit, mais si on n'a pas de réseau de distribution, ça ne sert à rien. Donc c'est pas un réseau propriétaire, on est d'accord, ce sont des distributeurs. Ce sont des distributeurs et pour l'instant, on a envisagé la construction de notre propre réseau. Ça sera trop coûteux pour le coup. Par contre, on sera propriétaire de notre réseau digital, c'est-à-dire que sur chaque pays, on aura notre site internet et c'est nous qui gérerons cet aspect-là, puisque ça sera pour moi moins coûteux. Donc on aura une stratégie DNVB comme on l'a en France et en Europe, et on l'aura sur l'Amérique du Nord et sur l'Asie. Merci beaucoup. Et je me tourne vers Olivier rentrons dans le plan stratégique des 2 univers. Numéum d'un côté et NetSystem de l'autre. On est au bord de l'entreprise aujourd'hui et du conseil, justement. Et on échange sur le plan strat. Alors, on est entre nous, c'est tout à fait discret et absolument anonyme. Révélez-nous un peu le secret des 5 prochaines années de NetSystem. À quoi ressemblera l'entreprise et comment vous allez pouvoir surfer cette vague de relance et de reprise? Alors, NetSystem ou Numéum? Les deux. Et dans quel ordre? Enfin, NetSystem, ça intéressera tout le monde. Et pour les autres, ça donne quand même une vision à 360 degrés de l'environnement dans lequel NetSystem évolue. Alors, je vais commencer par Numéum. D'abord, faut avoir à l'esprit que la tech française, et ça, je pense, c'est un vrai succès de notre président Emmanuel Macron, il y a vraiment un succès de la tech française aujourd'hui en Europe. Alors, j'ai tendance à pas aller plus loin, malheureusement, mais même si on a quand même des super entreprises qui se sont internationalisées très largement, y compris aux US, mais on a vraiment une belle tech française qui s'appuie sur 2 leviers forts. Et c'est que d'abord, il y a un mouvement de fond qui a été entamé il y a des années, c'est qu'on a des fleurons, ce qu'on appelait des SS2I, qui sont des ESN, entreprises de services du numérique, qui se sont internationalisées très fort depuis des années. Et elles se sont internationalisées très fort en accompagnant d'abord l'industrie, lorsque l'industrie s'est internationalisée elle-même et s'est localisée à l'international. Et donc, ça a créé un écosystème favorable pour que derrière, d'autres acteurs du numérique, on pense notamment aux éditeurs, puissent s'internationaliser à leur tour facilement en s'appuyant sur ces réseaux créés par leurs prédécesseurs. Donc on a aujourd'hui une position très intéressante où c'est une condition de toute façon sine qua non. L'export est fondamental pour nos acteurs et dans 5 ans, on sait que c'est un facteur clé de succès et les conditions nécessaires sont présentes pour que nos entreprises puissent aller faire du business à l'étranger. De toute façon, on ne pourra pas exister dans l'échiquier mondial, au niveau de l'édition du logiciel notamment, si on n'est pas internationalisé. L'autre élément sous-jacent, c'est que vous parliez des banquiers, on parle des fonds. Il y a énormément de conditions là aussi présentes et favorables pour financer cette internationalisation. C'est même plus que ça, c'est que le private equity en particulier, aujourd'hui, investit énormément d'argent dans la tech et attend de notre part, il y a une véritable attente à ce titre, d'avoir des fleurons
français dans lesquels investir, parce qu'on sait que proof concept, résilience, récurrence du modèle, forcément, c'est très intéressant d'investir dans les sociétés de tech, car elles ont toutes les caractéristiques d'un financement réussi. Donc, il y a l'argent disponible, deuxième facteur clé de succès. Donc, j'ai envie de dire que si on arrive à régler le problème de fond de la formation initiale et de la pénurie de ressources, parce que ça, c'est un problème, on peut, et on l'adresse d'ailleurs au Numéum aussi, en allant chercher ailleurs, par la reconversion professionnelle, aussi en essayant de convaincre qu'il y a véritablement de belles carrières à mener pour les femmes dans le numérique. On n'a que 23% de femmes dans le numérique, alors qu'il y a à peu près l'équilibre paritaire dans tous les secteurs de l'économie. Donc il y a un vivier énorme aussi là à aller chercher. Si on règle ce sujet-là, on a vraiment de très très belles perspectives pour le numérique français dans les 10 ans qui viennent. Et de toute façon, on le voit, le besoin, il est là, il est majeur. Et toutes les entreprises ont besoin de faire cette mue. Florent en parlait, Stéphane en parlera certainement aussi. Dans leur chaîne de valeur, le digital, le numérique, que ce soit pour les fonctions back-office, que ce soit pour les ressources humaines, que ce soit pour sa supply chain, que ce soit pour sa conception, que ce soit pour la distribution, ce sont des éléments clés de succès sur lesquels il ne peut pas ne pas investir. En ce qui concerne, et j'irai vite, NetSystem, oui, on n'a pas à rougir les Français. Moi, le premier deal que j'ai fait aux États-Unis pour un fonds français, une boîte était là-bas, elle faisait un spin-off, il fallait réintégrer le système d'information. J'ai dit, tiens, je vais aller chez les ricains pour leur expliquer comment on va se faire laminer. Eh bien, pas du tout. Ça a été vraiment, pour moi, alors peut-être que j'étais candide ou naïf, mais on est un pays d'ingénieurs. Je crois qu'on l'a oublié ces dernières années. Hein. Alors, les business schools, c'est génial, il en faut, parce que c'est peut-être le côté un peu... On est moins vendeurs, j'allais dire, by design. On est moins des businessmen par design. Par contre, on est une vraie culture et une vraie patrie d'ingénieurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est mindseté. On a une approche, on a un pragmatisme, de la créativité aussi, une façon de travailler, une méthode qui séduit, qui plaît, qui rassure. Et donc, cette opération s'est très bien passée. Et à partir de là, j'allais dire, les choses se sont faites naturellement. On accompagne nos clients sur des terrains de jeu qui sont l'Europe, qui sont l'Afrique du Nord, qui sont l'Amérique du Nord essentiellement, voire un petit peu la TAM aussi. Et c'est un secteur qui, pour moi, si vous voulez, puisqu'on parlait de la stratégie de NetSystem, est clé. Puisqu'une société de conseil comme la mienne, on est 35 collaborateurs. Je veux dire, des boîtes comme la mienne, il y en a énormément sur le marché français qui est très atomisé. Par contre, qui ont ce tropisme, qui ont cette compétence, cette capacité, agilité à travailler en foreign language, n'importe où sur la planète, en comprenant les enjeux, certes technologiques, mais aussi opérationnels de nos clients, bien, il y a forcément et mécaniquement un beau développement à construire autour de ça. Et donc, dans 5 ans, on aura certainement ouvert, on en a parlé avec Stéphane, parce que ça, c'était déjà en gestation, un bureau à Casablanca, et puis peut-être dans d'autres zones géographiques de la planète. On voit l'Afrique par deux fois qui revient, on va en parler peut-être avec Stéphane aussi. Mais si je peux, oui, ouais, tu me donnes, pardon d'être long, mais ici, il faut le savoir, on n'a pas que des Marseillais sur le plateau. C'est pas très grave, on fait avec. C'est pas très grave, pas du tout grave d'ailleurs, mais c'est important de passer les bonnes infos. Il y a 19 câbles opérateurs sous-marins qui arrivent là dans le port. Il y en aura 24 d'ici quelques mois. Il y a notamment un câble qui arrive de Chine au Q2, à peu près Q1, Q2 2022. Il y a un câble Facebook qui va contourner l'Afrique et qui arrive à Marseille. Donc, quand vous avez le backbone, quand vous avez les tuyaux, quand vous avez les data centers avec des gens comme Interxion, il y a 2 constructeurs mondiaux de taille internationale qui fabriquent des data centers, c'est Equinix et Interxion. Interxion a choisi, en fait poussé par ses clients Facebook, Apple, Amazon, de s'implanter à Marseille il y a 5 ans. Ce n'est pas innocent. Parce que les gains en bande passante, quand vous êtes implanté à Paris, dans les data centers, il n'y a rien contre les Parisiens, ou à Marseille, c'est de l'ordre de 5 millisecondes. Alors, vous allez dire, il est gentil, c'est quoi 5 millisecondes? Mais c'est juste incroyable. C'est un saut quantique en termes de performance et d'infrastructure nécessaires. Alors, on est aux portes, évidemment, de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que les enjeux de développement économique sont là.
La démographie y est énorme. Ça a été dit hier dans les ateliers, il y a des sauts quantiques qui s'opèrent en Afrique parce qu'il y avait de tels retards sur le champ technologique que le passage à l'échelle sur les nouvelles technologies se fait mécaniquement sur les derniers standards. Donc ils sont beaucoup plus en avance que ce qu'on peut le croire, beaucoup plus en avance sur nous. Et donc on a un vrai rôle là-bas à jouer pour aller développer nos business, nos entreprises, et j'allais dire en toute humilité et en coopération avec eux. Et ici, on est sur une plate tournante par rapport à ça. Et quand vous avez les câbles opérateurs sous-marins, ben vous avez les infras, je le disais, et puis tout l'écosystème peut se créer, bien sûr, derrière mécaniquement. Voilà, donc vous avez fait un bon choix de vous installer ici. Bon, on pourra éteindre la lumière au cas où il y a un problème avec le continent africain. On sait que ça passe ici. On coupe les câbles. Mais blague à part, il y a deux sujets qui ont été évoqués qui paraissent très importants. Le premier, il est sur la relation de la technologie et de l'industrie. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point ça l'était déjà, mais ça ne fait qu'accélérer dans les 5 à 10 ans qui viennent pour être performant, de l'agilité dans les modèles, de l'implantation et de l'innovation à chaque étage avec un plan de transfo digital, vous l'avez cité, avec quelques étapes qui paraissent évidentes aujourd'hui, mais qu'il faut rappeler dans la transformation digitale d'une entreprise, qu'on ne peut pas oublier ou mettre de côté face aux enjeux des 5 prochaines années, pour commencer par ces 5 prochaines années. Donc il y a un enjeu sur la tech qu'on embarque, il y a un enjeu sur la capacité de cette tech à nous embarquer aussi quand on est industriel, parce que rapprocher la technologie, les startups, les innovateurs d'une entreprise, c'est quelque part aussi profiter de leur réseau, puisque tu le citais exactement tout à l'heure, la French Tech, elle est présente partout, elle ouvre des portes potentielles aussi de business à travers le monde. Et ça, c'est pas un renversement de tendance, c'est un équilibre qui est en train de s'opérer entre le monde de la tech et le monde de l'entreprise en général. C'était 2 mondes en silo, l'un qui avait accéléré très vite, l'autre qu'on disait un peu vieillissant. Ils sont en train de se rapprocher, il se passe un truc autour de ça, c'est avec ce qu'on appelle donc la Tech in Fab, qui sera probablement une des données essentielles des 5 prochaines années. Alors, et puis le deuxième point, c'était l'Afrique. Elle revient avec un enjeu de capital humain, on le citait, d'implantation, on l'a également évoqué, et puis aussi de leapfrog, tu le citais, c'est-à-dire une capacité à être dans une innovation de rupture immédiate, sans le legacy à amortir, comme nous, d'infrastructures existantes, et donc d'être capable de faire des sauts quantiques de technologies embarquées ou de solutions proposées, notamment dans le numérique. C'est ce qu'on appelle pour nous, tu parlais d'humilité, mais de France apprenante finalement, dans une nouvelle relation au continent, où nous allons valoriser les diasporas, où nous allons valoriser les acteurs locaux, et peut-être aussi recruter, parce qu'on parlait de RH, une capacité de travail importante pour nos entreprises. 200 000 créations d'emplois, c'est quand même assez considérable. Blague à part, si on ne les a pas, on a un problème. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai sujet de conteneurs et avoir un prix de l'ingénieur qui va exploser, quoi, hein. Alors l'ingénieur n'est pas un conteneur, on est d'accord. Alors Stéphane, qui a dit pourquoi pas? Non, Stéphane, je me tourne maintenant vers toi et les enjeux des 5 prochaines années. On comprend que déjà, stratégiquement, des décisions avaient été prises, déjà en rupture peut-être avec l'écosystème qui mettait parfois en doute la probité, le projet, la pertinence, etc. Ça, c'est derrière maintenant. L'entreprise, il y a une logique de capital humain à nouveau, de valorisation aussi des compétences, des jeunes, des moins jeunes aussi, puis des hommes et des femmes. On parlait d'équilibre dans l'entreprise, la mixité. Est-ce qu'on continue comme avant? Finalement, cette crise, comme tu le disais, est une crise comme une autre. Ou est-ce que sur les 5 prochaines années, tu sens quand même qu'il va falloir passer une étape supplémentaire? Pour filer la métaphore, on a bien évolué dans le championnat de France. Maintenant, si on veut taper de Champions League, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans l'effectif? Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans la stratégie opérationnelle sur le terrain? Ou est-ce qu'on maintient l'équipe comme elle est et puis on continue avec notre 4-4-2 historique? On peut jouer en 3-5-1, enfin après tu choisis. Plutôt rugby. Mais non, je dirais que la crise présente, parce que je pense qu'elle va durer, c'est juste aujourd'hui, c'est la piqûre de rappel qui dit attention, parce qu'aujourd'hui, elle est particulière. Mais ça fait un moment qu'on est vigilant, parce que le métier de chef d'entreprise, c'est gérer du risque, hein, en permanence. C'est être capable de le quantifier, de l'appréhender, de regarder un petit peu comment les choses peuvent évoluer, sans rentrer dans la paranoïa, sans rentrer dans la désinformation qu'on peut voir tous les jours. Mais aujourd'hui, si on est pragmatique, on regarde cette crise-là, elle nous a fait une piqûre de rappel, elle nous a dit attention, vous êtes dépendants,
votre marché domestique, si demain il s'arrête, si vous n'avez pas de quoi le suppléer, ben vous êtes mort. Donc on a vu récemment qu'on est quand même très dépendant du transport international. Je ne veux pas faire de géopolitique, mais si on commence un petit peu à regarder, le risque pour nous, entrepreneurs, il n'est pas sur une pandémie comme on a vu là. Hein. Le risque, il est demain. On a vu le canal de Suez fermé. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est un test pour voir comment on réagit si demain une réunification d'un empire se produit? Il y a certains faisceaux qui disent que c'est possible. Hein. Il y a des problématiques avec Taïwan, il y a des problématiques avec la Chine continentale. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe si ces gens-là font fi du commerce international et ne pensent qu'à eux? C'est-à-dire, si demain il y a un conflit en mer de Chine, qu'est-ce qui se passe en Europe? On appelle les VR. Il y a la route de la soie qui a été ouverte. Hein. Peut-être pas pour rien qu'il y a une ligne maintenant de chemin de fer pour nous emmener des containers en Europe. Mais on se doit d'y penser, on se dit ça fait partie des wargames potentiels. Alors, comment on vit si ça se passe? Parce que si ça se passe pendant 6 mois, pendant 10 mois, pendant 12 mois, peut-être pendant 24 mois, il n'y a plus rien qui transite dans le monde. Et notre production, il n'y en a plus. Donc, et tu as réfléchi déjà au plan B en l'occurrence? Donc le plan B, nous, ça fait partie un petit peu de la discussion qu'on a eue avec nos partenaires aussi, et c'est de se dire, on avait un plan de localisation en Europe et en Afrique déjà au départ, hein, mais ça fait partie aussi de ce scénario de dire, il faut quand même sécuriser, parce qu'on est tous dépendants du politique. Hein. Nous, le marché français, on est dépendant du politique au niveau énergétique, au niveau de la réglementation. Donc on a fait nos preuves à l'international. Ce qui est paradoxal, hein, c'est que maintenant qu'on a fait nos preuves à l'international, on est vu comme une entreprise sérieuse par les majors françaises, qui sont elles aussi à l'international. Donc il a fallu qu'on aille faire nos preuves à quelques milliers de kilomètres pour être reçus dans certaines tours de la Défense. C'est la règle du jeu, on l'a fait. Donc voilà, on est en permanence dans cette gestion du risque et on se dit, bon là, on est passé à côté, mais qu'est-ce qui peut se passer si demain c'est plus grave? On est très dépendant à tous les niveaux. Donc, nous sommes sur des systèmes d'infrastructure, donc c'est des systèmes lourds, complexes. Au niveau digital, une fois qu'on produit de l'énergie, qu'on la stocke, il faut pouvoir la gérer. Donc on la gère depuis Marseille, on la gère via notre infrastructure cloud, via tout cet investissement immatériel qu'on a fait dans de la data, dans du système de gestion à distance, ce qui nous permet depuis Marseille de gérer une centrale de stockage d'énergie dans les Caraïbes, au milieu de l'Afrique, ou dans une île perdue en Indonésie. Donc, mais on remplacera jamais la présence humaine aussi, et surtout à ce niveau-là. Donc la présence internationale, elle est fondamentale. D'avoir cet ancrage international, c'est fondamental, et c'est la maîtrise du risque et c'est la gestion permanente. Ensuite, l'enjeu principal, c'est la ressource humaine, c'est la qualité de formation. Alors nous avons pris un virage, ça fait déjà plus de 3 ans maintenant, hein, on les prend tout petits, à l'école. Et on leur dit, on vous prend en stage, on va vous permettre de payer vos études, et on va vous former, vous allez voir ce que c'est que l'entreprise. Parce que souvent, les ingénieurs, on a très bons ingénieurs en France, mais on va dire qu'ils vivent un peu dans un rêve. Ils ont tous le rêve d'aller sur la Lune, donc on les garde un peu les pieds sur terre. Et surtout, on leur donne des responsabilités dès l'école. Et ça leur permet d'avoir cette approche assez pragmatique, assez réelle de l'entreprise, de la vie d'entreprise, des enjeux de l'entreprise, hein, que rien n'est facile, que c'est un combat tous les matins. Tous les matins, on se remet en question. Et ça leur permet aussi de changer de voie. Donc on les prend du BTS jusqu'à l'école d'ingénieur, hein. Mais c'est la grande difficulté, on va dire, c'est notre enjeu prioritaire aujourd'hui, hein, quand on voit combien les Chinois peuvent sortir d'ingénieurs par an, les Indiens, j'en parle même pas. Donc derrière, pour suivre le rythme et garder notre avantage ou notre qualité, c'est un enjeu, parce qu'on n'est certes pas mauvais en France, mais en face, ils sont bons. Hein. Et ils sont très bons même. Donc ils apprennent vite, très très vite. Donc même en Afrique, nous on a aujourd'hui dans
Dans notre écurie de champions, parce que c'est tous des petits champions, ils sont tous jeunes, la moyenne d'âge c'est 22 ans, donc c'est jeune. Beaucoup sont du continent africain, beaucoup du Maghreb. Et on a ce lien avec le Maghreb qui est très fort, hein, parce que Marseille, nous, Casablanca, c'est la banlieue marseillaise, hein, donc on s'entend bien, on a la même façon de penser, puisqu'on est plus proche de Casablanca que de Paris. Hein, donc il faut garder ce lien, et il faudrait dire aussi à nos politiques présents qu'on fait un constat, c'est que ces jeunes-là, aujourd'hui, ne viennent plus en France se former. Ils vont en Angleterre, ils vont au Canada. Donc il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes structurels pour les accueillir. C'est dommage parce qu'on casse ce lien historique, cette filiation, cette fraternité qu'on peut avoir. Et c'est aussi une richesse qui s'en va, mais qu'on laisse à nos concurrents. Hein. Donc après, il faut être pragmatique, hein, c'est du business. Hein. Donc si on forme les forces du futur, tant qu'à faire qu'elles restent en France ou, on va dire, dans le plateau méditerranéen, dans l'union de la Méditerranée, qui devrait peut-être un jour exister. Donc voilà, l'enjeu principal, c'est ça, c'est pouvoir former la relève, pouvoir avoir des forces qui soient en adéquation avec les besoins futurs, pouvoir disposer demain de cet atout-là, parce qu'en face, on a un rapport qui est démultiplié, donc c'est 1 pour 10 000 chaque année avec la concurrence, donc c'est très difficile. Et pour garder le rythme, et pour garder la capacité d'innovation, pour garder notre capacité à produire, à créer, c'est l'enjeu prioritaire. Je suis assez impressionné de voir à quel point l'enjeu, d'abord, est immensément immatériel. C'est-à-dire que l'enjeu des 5 à 10 prochaines années, c'est fascinant de voir à quel point il est immensément immatériel. Il y a un océan de financement à mettre en regard de besoins immatériels. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un anticyclone de cash sur l'ensemble de l'Europe et en particulier sur la France. Et donc, on se retrouve avec une situation qui déplace le curseur d'une thématique qui était le financement de l'internationalisation, qui a souvent été un sujet les dernières années. Les banques ne faisaient pas, nous ne faisions pas grand-chose, 10 ans en arrière. On n'a pas tout réussi, mais on a corrigé ce biais. Et aujourd'hui, c'est assez incroyable de voir à quel point l'enjeu du capital humain, il est central dans vos problématiques. C'est-à-dire que ça l'était peut-être déjà, mais il y avait d'autres problèmes en même temps. Mais le recrutement pour tenir la vitesse de progression et de croissance et ne pas rater, puisque c'est l'enjeu, la croissance des 10 prochaines années, c'est pas l'argent. C'est les RH. Olivier, tu veux réagir ? C'est les RH. Il n'y a rien d'autre à dire. Formation initiale, capacité à trouver des collaborateurs, des gens qui ont envie de s'investir. Ça, c'est certain. C'est certain. On l'a dit, alors je pourrais le répéter si c'est nécessaire, mais l'enjeu est majeur. Moi, je le vois aujourd'hui chez NetSystem. Il y a un paradoxe, hein, c'est qu'on n'arrive pas à recruter, très difficilement à recruter. En France, on a une inflation instantanée des salaires, des velléités, alors que le marché, il ne faut pas se leurrer, on le disait tout à l'heure en préparation, là, que un technicien système qui intervient en Allemagne dans une boîte pour maintenir un serveur, on va le payer à peu près 1100 € jour. Allez raconter ça à un chef d'entreprise français, il va vous tirer dessus immédiatement. Hein. Donc on n'est pas prêt à payer le service, mais les salaires ne cessent d'augmenter. Donc ce scénario d'inflation, il est là, il va être implacable. Hein. Je ne sais pas comment on va pouvoir le gérer. Et donc cette pénurie de ressources fait que chez NetSystem, moi je suis amené à recruter des personnels étrangers avec toute la complexité. C'est là que je parlais de paradoxe. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'il faut arrêter l'immigration. Si on regarde les masses médias, peut-être, je ne parle pas ici pour parler de politique. Et de notre côté, il faut être en capacité de démontrer qu'on n'a pas trouvé en France, en justifiant qu'on a fait des candidatures sur Pôle emploi, sur l'APEC, etc., auprès des services de la préfecture, etc., pour être enfin capable d'embaucher un personnel bien formé, qui vient soit d'Alger, soit de Casa en général, qui n'a pas la nationalité française et que vous ne pouvez pas recruter.
Donc là, moi, je me dis, comment on va faire, hein? Ça pose une bonne question, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a la logique d'implantation sur place, c'est une chose, il y a une logique d'aller chercher des talents. On parlait des écoles, on rentrait plus tôt possible dans le cycle de formation pour aller détecter des talents très tôt, très jeunes, comme dans les centres de formation. Mais il y a aussi le sujet à l'étranger. Ça pose même la question de savoir s'il ne faut pas aussi, dans le système de formation et d'implantation stratégique, je pense notamment à l'enjeu numérique, mais pas que, hein, d'aller creuser cet écosystème de formation en Afrique, en Asie, d'influence française, peut-être de francophonie, on n'en a pas parlé, mais c'est sans doute un des enjeux sur lesquels on peut capitaliser dans les 10 ans qui viennent, c'est d'aller cette influence de la culture, de la langue, d'en faire un acquis, un capital, pour aller détecter des talents qu'on arrive à intégrer dans nos entreprises parce qu'on en a besoin. Donc ça, c'est un enjeu très fort. Alors, on va prendre avant de prendre justement quelques questions que vous auriez sans doute pour nos intervenants, peut-être un dernier message. Une dernière phrase, un dernier mot, un dernier message. Vous avez face à vous des entrepreneurs, des gens qui conseillent les entrepreneurs, des passionnés de l'internationalisation. Qu'est-ce que vous avez envie j'ai envie de dire, il y avait une alerte incendie, tout le monde partait en courant, il y a une dernière chose, vous dites, mince, j'ai oublié de leur dire ça, je voudrais qu'ils retiennent ça. Olivier. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut regarder les années qui viennent de manière super optimiste. Il faut arrêter de craindre je ne sais quoi, je ne sais quel mal, je ne sais quel... Il faut avancer, il faut croire dans l'avenir, il faut investir. Moi, j'ai doublé mes surfaces de bureau, j'ai mis tout en place pour scaler. Le marché, il est devant nous. Et si on a tout cet état d'esprit, quel que soit le secteur d'activité, il n'y a pas de raison que... L'économie, c'est circulaire, hein. Moi, je suis très basique, je ne suis pas de formation économique. Je suis ingé, bon, très bien. Ça ne m'a pas empêché de développer mon activité. Mais je vois les choses avec une relative simplicité, finalement, un peu de pragmatisme. L'économie, voilà. Si Florent, il vend des gants, hein, si les activités de Stéphane se développent, ben, il y aura forcément du business pour notre système, je pourrai recruter, je me donnerai les moyens de le faire, et voilà, et ça va fonctionner. On a tous les atouts pour y arriver. On a un petit souci par contre, au niveau institutionnel, c'est qu'il faut qu'on simplifie à outrance le fléchage des dispositifs. C'est illisible. Entre les chambres de commerce, entre les institutions, il faut simplifier. Le mouvement, et c'est ça que je voulais dire, en conclusion, en ce qui me concerne, qu'on a opéré chez Numéum, c'est Cédric O qui est venu nous voir il y a 2 ans, le secrétaire d'État en charge du numérique, et qui nous a dit, mais en fait, on parle avec qui? Nous, on voudrait parler qu'avec une tête de pont, sinon vous êtes inaudible. Et on a fait un rapprochement entre Tech in France et Syntec Numérique, justement pour faciliter cette communication, à comprendre, parce que nos métiers sont très très mal compris en général par les institutions, et pouvoir parler d'une voix beaucoup plus forte. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le fasse aussi en se fédérant tous ensemble autour de causes communes. Il me semble que c'est un enjeu très très important pour aider nos entreprises à s'internationaliser, que d'avoir une équipe soudée au Team France Export, c'est un petit peu ça. Mais il faudrait peut-être l'étendre aussi justement à l'OSCI et essayer de boxer tous dans la même équipe. Parler de... Ça ne vous aura pas échappé, parler de boxe avec la TFE OSCI dans la même équipe, c'est mieux qu'en face, hein, mais c'était sans doute le hasard. Hein. Bon, mais oui, ça va dans le bon sens. Et effectivement, il y a encore des efforts à faire, et on est optimiste, volontaire, avec des soucis sur, l'attention portée à la proximité. Finalement, c'est des valeurs qui nous sont chères à nous aussi chez BPI France. Alors Florent, un message. Alors un message court, c'est de faire ce que tu aimes et de faire surtout ce que tu sais faire. Je crois que c'est important vous avez tous compris, on est passionnés, hein, on est des chefs d'entreprise passionnés, et effectivement il y a de l'amour dans ce qu'on fait, il y a de l'amour aussi dans le capital humain, parce que voilà, on est une équipe. Je crois que dans des moments difficiles comme on vient effectivement de le traverser, c'est le lien qui se crée avec l'équipe, c'est le lien qui se crée avec les hommes et les femmes qui sont sur le terrain, qui sont loin, qui sont peut-être difficiles, ils ne peuvent pas venir au bureau, ça a été compliqué aussi pour les déplacements. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'enjeu, il est là, et
et surtout de faire vraiment ce que vous aimez faire, de croire en vous. Vous avez tous des très bonnes idées, et vous, et puis en plus ensemble avec votre équipe. Donc c'est important justement de travailler ce collectif et d'avancer tous dans la même direction. Stéphane. Alors, moi je pense que qui ose gagne, donc il faut oser, il faut sortir des dogmes, il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut surtout pas écouter les gens qui vous conseillent de ne surtout pas faire et de ne surtout pas aller à l'international, parce que leur seul fait d'arme à l'international, c'est d'avoir changé de département. Et ça, on l'a souvent entendu. Maintenant, pour notre expérience, nous croyons aux alliances, mais aux alliances de vraies entreprises, entre chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est celui qui va voir son banquier, qui signe une caution. C'est pas le président d'une société du CAC 40 qui est là pour un mandat de 4 ans et qui s'en va. Donc c'est souvent ces gens-là qui sont accompagnés dans des grandes délégations à l'international. Les petits, ils se débrouillent, ils investissent, ils prennent des risques. Et il ne faut pas avoir peur de se rapprocher de ces chefs d'entreprise à l'étranger. Vous avez dans les chambres de commerce françaises, vous allez à Casablanca, vous allez à Singapour, vous allez rencontrer des grands groupes, des très grands groupes, mais vous allez aussi rencontrer des patrons de PME qui sont partis de zéro, qui ont tout connu, les hauts, les bas, et qui sont capables de donner des conseils. Il faut savoir les écouter avec humilité, parce que ces gens-là, ils sont là depuis très longtemps, ils ont appris, ils connaissent le terrain. Et puis il faut arriver avec beaucoup d'humilité aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut être humble, il faut écouter, et il faut surtout utiliser les richesses locales. Donc ça pour moi, c'est l'avenir. Être capable de créer une émulation entre peuples, entre pays, alors sans rentrer dans quelque chose qui serait trop candide, mais bon, on y croit et on y arrive. Donc c'est l'alliance, partir à plusieurs, être capable de se faire confiance, de se tendre la main entre entrepreneurs. Parce qu'entreprendre, c'est se lever tous les matins et savoir si le soir on existera toujours. C'est jamais acquis, ça sera jamais acquis. Donc c'est partir ensemble et être capable de s'aider, de s'entraider, et de pas suivre le train d'un très gros qui in fine nous permettra pas d'avancer sur le local. On l'a vécu, donc on voit ce qui se passe. Donc voilà, l'alliance entre véritables entrepreneurs. Savoir d'où on vient, qui on est. On n'a pas pour prétention de devenir une multinationale cotée comme certaines, donc chacun sa place. Donc pouvoir s'entraider à notre niveau. Voilà ce qui pour nous aujourd'hui est vraiment quelque chose de très important. Voilà, être capable d'écouter. Quand on reçoit quelqu'un, ça m'est arrivé plusieurs fois, de façon très humble et modeste, parce qu'on essaye de retranscrire et de faire part de notre expérience, parce que l'expérience de chacun est bonne à prendre, donc, mais savoir aussi partir ensemble au combat et s'entraider. Parce que seul on n'est rien, et en face de géants qui ont les dents qui rayent le parquet, il faut qu'on arrive en force, mais en force de façon ordonnée, de façon structurée, avec cet esprit de fraternité où on va laisser personne sur le côté. C'est finalement, en conclusion, peut-être une des grandes leçons de cette crise, c'est qu'elle nous a incroyablement rapprochés les uns des autres. On s'est également beaucoup... le mot solidarité a été très très fort. On l'a vu avec les personnels de santé, on l'a vu ensuite dans nos entreprises, entre autres entrepreneurs, le partage des bons tuyaux, des bonnes pratiques, les mains tendues, en France comme à l'étranger. Effectivement, il faut parfois, tu disais Stéphane, aller très loin pour se rapprocher. C'est-à-dire que quand on est en face dans le train, on ne se parle pas, mais à l'autre bout du monde, voir sur la Lune ou voir sur la station spatiale internationale, c'est là où les Américains parlent russe de manière la plus décomplexée possible. Très bien. Alors, est-ce que on va remercier déjà nos intervenants qui ont partagé avec humilité et sincérité une réalité de la vie d'un entrepreneur sans maquillage, sans fioriture, et vos parcours et vos expériences sont formidables. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires, ou est-ce qu'on saute sur les ateliers ? Merci pour votre témoignage. Je viens de Mayenne et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les États-Unis, sur le fait qu'on peut être petit aux États-Unis et gagner des grands contrats. Cette semaine, pour tout le monde, il y a Jouve
je ne sais pas si vous connaissez, qui fait à peu près 150 millions, qui a gagné aux États-Unis un contrat de 1,4 milliard. Et donc, c'est un peu le contrat du siècle pour la Mayenne. Donc, et en fait, pourquoi? Parce que c'était une boîte d'ingénieurs. Bonjour. Jean-Pierre Mariaccia, je conseille des entreprises sur l'international, en particulier vers l'Afrique. J'ai une question pour vous, Stéphane. Vous dites il faut s'entraider, quand on est à l'étranger, on s'entraide entre Français, c'est très bien, etc. Je le conçois parfaitement et je vois que pour vous, ça a été une vraie réussite, puisque vous avez des succès importants. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi ça un problème, que les Français, quand ils sont à l'international, ils sont entre eux, ils restent entre eux, et ils se mélangent peut-être pas assez avec les écosystèmes locaux? Merci pour votre réponse. Je vous invite vendredi prochain à Casablanca, mangeant un couscous. Hein, non, il faut... Ça aussi, c'est une image peut-être de grands groupes ou de certaines castes. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas très politique à ce niveau-là. Après, chacun fait comme il veut. Mais cette image-là, il faut la casser. Donc, non, il faut, je le disais tout à l'heure, il faut utiliser les richesses locales, hein, parce qu'on n'est pas plus intelligent que les Africains. On est tous des hommes, on est tous égaux. Donc, c'est savoir donner, recevoir, écouter, comprendre et se mettre au niveau des besoins. Quand on voit l'Afrique de loin, on s'imagine qu'on est toujours au XVIIIe siècle. Lorsque vous allez en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines où ils ont 50 années d'avance. Hein, dans certaines... Donc il faut être, là aussi, il faut être humble, mais il faut être capable de s'africaniser, si je peux dire. Il faut être... voilà, on n'est pas... Moi, je ne suis pas prisonnier de l'histoire française, j'en suis fier. Donc, j'ai aucune repentance sur notre histoire. On emploie des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Ivoiriens. Donc, et tout le monde est heureux, tout le monde travaille. Mais on se met surtout à leur niveau et on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour travailler et on est là pour transmettre un savoir et pour que les gens localement apprennent, s'élèvent et puissent grandir avec nous. Donc, c'est notre approche, c'est notre concept. C'est notre façon de faire, c'est notre, on va dire, notre éthique. Alors après, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même façon de faire. Mais c'est vrai qu'il y a certains milieux, certains microcosmes, les gens vivent entre eux, ne sortent pas. Mais malheureusement, ça, je pense il faut attendre le changement générationnel aussi. C'est la vieille école avec un côté très, je ne vais pas dire le mot colonial, parce que maintenant on ne peut plus rien dire. Mais c'est cet esprit-là. Je pense qu'on a plus à apprendre de l'Afrique aujourd'hui que l'inverse. Donc il faut pouvoir interagir, il faut que nous, on puisse s'assimiler à ces gens. Il faut qu'on se mette à leur niveau sur beaucoup de points. C'est valable en Asie, c'est valable dans beaucoup de pays. Nous avons fait un événement en Afrique il y a quelques semaines, hein, le 2 juin, et il a été particulièrement apprécié pour la bonne et simple raison que nous étions dans une logique de valorisation des entrepreneurs africains et pas de verticalisation du savoir-faire français. On n'était pas là en train de raconter comment on entreprend en France, on était là en train d'écouter humblement comment les Africains entreprennent. Et on a mis en face des Français qui ont appris. Ils ont appris en face de comment on entreprend, comment on prend des risques, comment on recrute, comment on forme, comment on valorise, comment les femmes entreprennent d'ailleurs. Il y a une population d'entrepreneurs extrêmement féminine sur le continent. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est très vrai. Je ne pense pas qu'on terminerait sur l'Afrique, mais vous connaissez notre passion pour ce continent-là également. On va les remercier à nouveau et on va enchaîner sur les ateliers à présent. Anne, sous ton contrôle. Oui, alors on va réduire un tout petit peu le temps des ateliers à 45 minutes pour essayer de tenir le timing dans la matinée et être à 12h45 en plénière de clôture, parce qu'on a quelqu'un qu'on fait venir qui est vraiment très spécial et on aimerait que vous soyez vraiment tous là pour l'accueillir. Arnaud, c'est lui qui va l'interviewer sur cette plénière finale. Et il va vous dire juste quelques mots. Donc, en gros, à 11h, on vous demande d'être tous dans vos ateliers pour pas qu'on batte, vous voyez, qu'on vous pousse. Voilà. Essayez d'être tous dans vos ateliers à 11h pour 45 minutes. Et puis, on se retrouve tous ici. Après, il y a le deuxième atelier. Et on essaie de tous se retrouver ici à 12h45 pour après le cocktail déjeunatoire à 13h30 sur la terrasse en bas.
D'accord. Voilà. Je vous laisse en compagnie d'Arnaud. Deux mots. À 12h45, on va partir au Brésil, en fait. Alors, il y a Émilie qui vient. Alors, Émilie Barucan, vous ne la connaissez pas forcément, elle n'est pas très connue du grand public, mais c'est la Française qui est au Brésil depuis très longtemps. Depuis 20 ans, en fait, elle vit avec les peuples amazoniens. Et elle est même la fille adoptive de Raoni, vous voyez, celui qui était avec Sting en plateau. Et donc, elle est revenue par rapport à la pandémie. Elle travaille sur un nouveau livre. Elle est marseillaise. Puis elle a accepté de venir parler de son expérience et de ses convictions. Donc, ça va un peu nous déménager. Elle va venir nous chercher un peu en disant attendez, ce qui se passe en Amazonie, c'est nous aussi. Et donc, aussi bien sur la partie environnementale, mais également tout ce qui est les peuples autochtones et comment ils préservent la forêt et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. Donc, ça va être une intervention qui est assez rare et qu'on a la chance d'avoir tout à l'heure. Donc, soyez là à 12h45 et vous ne le regretterez pas. Voilà.